En Côte d'Ivoire et depuis la semaine dernière, la campagne pour le compte du scrutin présidentiel est officiellement lancée. Mais des 4 candidats déclarés aptes à compétir, seuls 2 sont résolument dans la quête du gain de cette élection. Le président Alassane Dramane Ouattara, candidat à un 3e mandat que l'opposition juge contraire à la Constitution, et Kouadio Konombertin, dit Kakabe, candidat indépendant. Les 2 autres candidats ont en effet annoncé qu'ils continuaient de boycotter le scrutin. Il s'agit d'Henri Konan-Bédié, candidat du PDCI, et de Pascal Affi N'Guessan du FPI. Le fief de ce dernier a d'ailleurs été le témoin de violences intercommunautaires le week-end écoulé. La résidence de Pascal Affi N'Guessan y a été incendiée dans ce qui apparaît comme une preuve supplémentaire des rapports difficiles entre partisans de chaque camp dans le processus électoral en cours. Côte d'Ivoire, boycott de la campagne par l'opposition, violence communautaire à Bongouanou. Quelles influences sur le processus en cours? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Aziz Amissa, bonjour. Bonjour, M. Johannes. Vous êtes secrétaire général de la représentation du FPI du Bénin. Face à vous aujourd'hui, de la Lokossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Un grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Aziz Amissa, après question pour vous, la campagne s'est ouverte donc depuis jeudi dernier. D'abord, un mot sur le processus qui a conduit au démarrage des campagnes. Alors, bonjour M. Johannes, bonjour Doyen. Alors, je voudrais déjà, d'entrée de jeu, vous dire que le processus même déjà avait été biaisé, déjà, dans la mesure où les bases même n'ont pas été respectées. L'opposition avait souhaité des bases d'élections très claires, avec les réformes de la CEI, de la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, le président sortant n'en a pas fait cas et il a continué dans la forfaiture. Et donc aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est la suite logique de tout ce qui arrive en ce moment. Alors, l'opposition, à travers Henri Konan-Bédié et Pascal Affi N'Guessan, tous 2 candidats, sans oublier les autres grands leaders opposants, que ce soit en exil ou sur le sol ivoirien, ont décidé donc de boycotter la campagne. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition joue au pourrissement, Lionel Lokossou? Non, ça c'est le terrain qui commande. Quoique les opposants ont des exigences assez claires, parce que c'est une élection que le tenant du pouvoir, qui est déjà hors circuit, s'est repositionné en violation des tests pour y gagner forcément. Et dans cette condition, il lui a fallu écarter les opposants gênants, tels que Laurent Gbagbo, l'ancien président, Guillaume Soro, qui était un de ses partisans, et tout ça. Alors, il est curieux que sur 44 candidatures déposées, on ne retienne que 4. Or, lui-même, il est hors jeu. Et constitutionnellement, il a fini son mandat, il devait se reposer. Dans le Kossou, le débat persiste par rapport à ce verrou constitutionnel-là. Certains estiment qu'une nouvelle république entraîne donc l'effacement de l'ardoise. C'est un débat qui... On ne peut pas faire escamoter les choses. On ne peut pas tricher avec la démocratie. Il a fini son mandat. C'est vrai, ils ont positionné un malade qu'ils savaient certainement finissant, et Dieu sait faire ces choses, et le monsieur, il est mort. C'est-à-dire que si lui-même adore, s'il meurt aujourd'hui, il n'y aura plus un autre candidat. Donc moi je crois que les gens ils se foutent pas mal des peuples, hein, et il faut voir une situation chrysogène, ce qui se passe aujourd'hui. J'ai écouté ce matin que à Gagnoa, le fief ou la ville natale du président Gbagbo, il y a eu aussi des émeutes là, hier. Et on a tué quelqu'un, on a brûlé des choses. Alors, dans cette condition, est-ce qu'il serait fier, même s'il était réélu, mais avec le menu fretin
qui est devant lui, c'est sûr qu'il va passer comme il le dit. Il a fait son calcul, c'est prémédité, un coup KO. Donc il va battre ce Konan Bertin là, qui est son complice, pour ne pas dire que bon, les élections se sont bien déroulées, il y a eu 2 candidats. Bon, il y a un candidat poids plume, donc ça c'est fini, il va l'écraser, et on met donc le peuple devant le fait accompli. Mais les conséquences, parce que ce qui est curieux, on lui a dit qu'il faut réformer la CEI, la Cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont acquises pour sa cause, et il refuse. Et il dit, bon, après les élections, on pourra faire ça, on pourra revoir toutes ces structures-là, remises en question, remises en cause par l'opposition, avant les élections législatives qui doivent se dérouler 6 mois après. Donc, il a bien fait son calcul. Voilà. Alors, le fait d'être candidat, quand même, à ce scrutin, vu que les noms de Henri Konan Bédé et Pascal Affinguessan sont sur les bulletins tout au moins, est-ce que ce n'est pas une forme de légitimation de l'élection, quelque part? Ah non, pas du tout. Les opposants sont très clairs dans leur schéma. Ils sont candidats, mais c'est les conditions d'aller aux élections qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut revoir. Voilà, sinon, s'ils ne voulaient pas être candidats, ils n'allaient pas déposer leur dossier, ils n'allaient pas participer, ils n'allaient pas payer tous ces montants. Mais ils sont candidats. Mais tant que les règles n'ont pas été réaménagées, ils ne peuvent pas compétir. Parce que ce sera accompagné Ouattara dans sa quête de pouvoir. Aujourd'hui, Kakabe, d'autres, j'entends des gens dire que Kakabe c'est le challenger, mais ce n'est pas un challenger. Imaginez-vous un instant, je suis en compétition avec quelqu'un, et moi, je fais ma campagne. Je ne parle même pas de ce candidat. Mais plutôt, je parle des candidats qui ne sont pas en train de compétir. Affinguessan et de Bédier. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est la porte ouverte, il accompagne pour aménager son électorat. Alors, vous parlez, notamment au niveau du FPI, de désobéissance civile, puis de boycott actif, et il y en a qui demandent aussi aux électeurs de sortir massivement pour participer au processus. C'est notamment le cas du président candidat donc à ce 3e mandat-là, et de Kakabe notamment, vous en avez parlé. Est-ce que, quelque part, le fait de parler de désobéissance civile, le fait de dire après nous boycottons, est-ce que ce n'est pas une manière d'envoyer des partisans contre d'autres? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des gens qui estiment que l'élection ne doit pas avoir lieu, qui sortent, qui font des barricades dans la rue, alors que d'autres ont envie d'aller et de venir, de faire campagne et d'aller voter. Donc je trouve que c'est une situation qui vous met quand même en porte-à-faux avec la loi et par rapport aux règles de la République. Pas du tout. D'abord même, la loi même, lui-même qui incarne même la loi n'a rien respecté. Donc on ne peut pas nous demander de respecter la loi. Lui-même, Ouattara, il n'a rien respecté. Comment donc? Mais il ne peut pas être candidat. La Constitution l'interdit. La loi dit 2 mandats, point barre. Il n'y a pas de débat autour. Mais depuis 2007, mais cet aménagement... Depuis 2007, nous sommes dans une nouvelle république. Ah non. Une nouvelle république, c'est pas parce qu'on a aménagé quelques articles et tout ça, on dit non, c'est une nouvelle république. Ça, c'est une continuité. La Constitution a été revue de fond en comble, notamment sur les points chrysogènes. Il y a c'est des points. C'est des articles qui ont été réaménagés. Mais ce n'est pas toute la Constitution qui a été reprise. Et puis même la loi qui réglemente le nombre de mandats n'a pas été touchée. Elle a changé tout juste de numéro. De 80, de la loi 53, c'est passé, je crois, à 153. C'est tout, c'est juste un changement. Il n'y a pas eu de changement en tant que tel. C'est juste des aménagements. La loi sur l'âge, comme ça s'appelle, le certificat médical. À l'époque, il y avait un collège de médecins qui devait tester le candidat et tout ça. Tout ça, ça a été sauté. Bon, ça, c'est à son aise qu'il l'a fait. Mais il n'a pas respecté. Alors, nous, on parle de désobéissance civile. On n'a pas dit d'aller casser. Nous empêchons les gens le processus. Le processus, c'est la discussion des cartes d'électeurs, c'est le convoyage du matériel électoral. Nous mettons tous les moyens en jeu pour empêcher. Et c'est pour ça qu'on fait les barricades, on empêche les gens de circuler. Mais on n'agresse pas quelqu'un. On n'agresse pas. Le fait d'empêcher quelqu'un de circuler, c'est une façon de l'agresser. C'est un moyen légal. En démocratie. Oui. C'est leur manière
de faire entendre leur voix. On ne peut pas les en empêcher. Alors, donc, si les gens organisent une élection frauduleuse, réputée frauduleuse, on ne peut pas empêcher les citoyens de protester. C'est leur façon de protester. Et à partir du moment où ils n'ont pas pris les armes, on ne devrait pas tirer sur eux. Donc, on doit avoir d'autres moyens dissuasifs. Donc, moi, je pense que les gens défendent une thèse. Ils ne veulent pas que quelqu'un qui est hors jeu, hors circuit, se remette encore à rebelloter. Alors, donc, ça n'a pas de sens. Je dis que vraiment, ça n'a pas de sens. Si ce monsieur, Adéo, là, avait un brin d'honneur, il devrait vraiment se retirer dans l'honneur et la dignité. Mais comme il y a la phobie du pouvoir, eh bien, il veut démontrer sa force et il a empêché les autres de se présenter. Donc, Kakabe dont vous parlez, c'est un dissident du PDCI. Il est un dissident. Il était déjà candidat à la dernière élection en 2015. Oui, il a quitté depuis. Donc, c'est un dissident. C'est pas parce qu'il a... C'est pas la Mecque, c'est pas un pèlerinage. Donc, il aurait pu... Il connaît déjà sa force de frappe. Moi, je ne vois même pas... Il ne draine aucune foule. Donc... Ah non, il a des soutiens, puisqu'il a au moins pu réunir les parrainages que d'autres candidats n'ont pas pu le faire. pouvoir peut lui fournir des parrains. Non, il n'y a pas de preuve que le pouvoir est partout. En politique, partout où Kwadwo Konabertel s'est déplacé, il s'est déplacé avec les preuves de ce qu'il a un dossier solide et qu'il est un candidat sérieux à cette élection-là. S'il savait que c'était un candidat sérieux, il n'allait pas dire un coup KO. Donc, ça veut dire que tout est concocté avec... La stratégie du régime n'entraîne pas forcément le discrédit sur les opposants potentiels ou les personnes qui ont envie de gagner cette élection. C'est le cas de Kakabe, il a défendu Urbit et Orbi, il va à cette élection pour proposer autre chose que les rivalités, que la guerre, que les affrontements communautaires, M. Amissa. Vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui est important à mes yeux. Vous parlez de boycotter, d'empêcher, mais visiblement, sur le terrain, il y a mort d'homme. Et il ne faut pas oublier que, quoi qu'on dise, les politiques finissent toujours par s'entendre. Mais le peuple qui s'affrontent dans les rues, c'est le peuple qui en paye le plus lourd tribut. Vous, politiques, vous finirez toujours par vous entendre. Aujourd'hui, vous êtes ensemble au sein de cette plateforme de l'opposition-là. Il y a quelques mois, quelques années, vous étiez opposés et farouchement opposés sur plusieurs points. Donc on a l'impression que, visiblement, il y a un jeu de dupes qui s'orchestre pour, au finish, toujours amener les populations à s'affronter. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut officiellement dénoncer? C'est-à-dire que les populations puissent se comprendre et garder à l'esprit, je le pense sincèrement, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que au-delà de tout, les politiques finissent toujours par s'entendre. Et pour cela, il faut aussi que les populations prônent la paix, la concorde et arrivent à éviter les affrontements dans ce genre de situation. Oui, M. Johannes, déjà, je vais déjà vous dire, les alliances, on le fait à des moments très précis. Et là où on estime que, en faisant une alliance, on atteint un objectif, on le fait. En politique, les alliances, il n'y a pas de... c'est pas quelque chose de mauvais. Même hier, on était ennemis, mais on peut se mettre ensemble parce qu'on a un objectif commun. Et après, chacun retourne dans sa chapelle. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, je reviens un peu sur le dossier Kakabe. Kakabe ne draine aucun monde. Ne draine aucun monde. Selon vous? Oui. Et puis, voyez-vous, la dernière élection qu'il s'est porté candidat, il a eu, je crois, 3,25%, quelque chose comme ça. Mais à l'époque, il y avait une franche partie du PDCI qui souhaitait aller aux élections. Et donc, il a bénéficié de l'électorat de cette partie. D'ailleurs, selon les calculs en Côte d'Ivoire, 3%, ça représente entre 100 000 à 150 000 électeurs. Ça, c'est vraiment une petite partie des gars du PDCI qui avaient souhaité aller aux élections. Malheureusement, Bédier n'a pas voulu, et donc, il est allé comme ça. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas avoir même 1%. Il ne peut même pas. Selon vous? Oui, il ne peut pas. Parce que, regardez le schéma dans lequel il est. D'abord,
il dit qu'il ne se sent pas bien, il traîne une canne. Pourtant, il y a 2 semaines avant, il était bien portant, bien pimpant, il faisait les grands discours. Et aujourd'hui, il dit qu'il est malade. Il ne parle même pas, il ne présente aucun projet de société. Il part tout de suite il a expliqué son ambition pour la Côte d'Ivoire. Oui, mais l'ambition, ça se résume en quoi? En une chose, dans sa globalité. C'est-à-dire, il faut un changement. Le changement, c'est quoi? C'est la nouvelle génération. Une alternance. Mais lui, il ne peut pas être de la nouvelle génération. Ça fait plus de 40 ans qu'il fait la politique. Il est dépassé, d'ailleurs. Il est très jeune. Il n'est pas jeune. Il est très jeune. Quand il parle de la nouvelle génération, moi, je ne crois pas que lui, Gakabé, doit se mettre dans cette position de nouvelle génération. Oui, mais ça fait 40 ans. C'est le candidat le plus jeune à cette élection. Oui, par rapport à Ouattara. Oui, mais par rapport à Henri Konan Bédié aussi, qui en a 86 quand même. Oui, mais la candidature d'Henri Konan Bédié, c'est une candidature, pour moi, il n'y a pas de débat dessus. Il respecte les règles, il souhaite en fait, offrir ses services à la population. Si la population estime que Henri Konan Bédié est valable, la population va décider. Mais dans tous les cas, il ne faut pas empêcher quelqu'un d'aller aux élections. Il faut tout le monde. Dudoué Lokossou, est-ce qu'on peut critiquer l'âge de Kakabé face à Henri Konan Bédié qui en a 86? C'est le plus jeune candidat. Konan Bédié n'est plus candidat. Il s'est retiré. Donc, cette comparaison-là n'a pas sa raison d'être. Oui. Mais autrement dit, il fait face à quelqu'un qui a... Est-ce que le vrai problème, selon vous, c'est aussi d'avoir sauté le verrou de l'âge? Parce que le verrou existait dans la Constitution de 2016. Mais tout ça, c'est de la gymnastique. C'est de la tricherie. Mais quelque part, ça a arrangé Henri Konan Bédié il y a quelques mois, quelques semaines, quelques années. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié avait bien envie que ce verrou-là soit sauté. Cela a été. Oui. Mais ça remet tout le monde en jeu. Oui, oui, d'accord. Mais est-ce que Henri Konan Bédié était sûr de gagner les élections? Parce que le jeu qu'il fait, les exigences, moi, je serais à sa place. Quand on refuse, on refuse. On ne peut pas poser l'acte de candidature, valider, et puis après, on commence par faire le machin. Il y a le poids de l'âge. Il est fatigué. Il ne bavarde même pas beaucoup. C'est le président de FPI qui aussi... je ne sais de quelle tendance est mon vis-à-vis. Est-ce que c'est Gbagbo ou bien Afin Guessan? Afin Guessan. Bon, moi je ne sais pas. Parce que là aussi, le jeu n'est pas clair. Alors, il ne peut pas... Les alliances stratégiques, d'accord, ils peuvent faire s'entendre à un moment donné, et puis après, comme il a dit, chacun regagne sa chapelle. Donc, moi je crois que le jeu est faussé depuis le départ, et l'autre, il a fait un réaménagement cosmétique de la Constitution pour faire plaisir à Chola, Henri Konan Bédié, en cachant son jeu, parce qu'il ne pouvait pas promouvoir un malade, et qu'il a envoyé en France, et puis dès son retour, le bonhomme s'effondre en plein conseil des ministres. Alors, et puis, il tire prétexte de ça pour se prévaloir candidat. Il aurait pu désigner un autre. S'il y a encore quelque chose aujourd'hui, il ne faut pas s'en prendre aux populations. Il faut, c'est Alassane Ouattara qui va créer d'autres situations. Alors, j'aimerais avoir votre avis, Dudoué Lokossou, sur la question que j'ai posée tout à l'heure à mon vis-à-vis. Il a esquivé entre griffes. On a l'impression que les politiques, à des moments ou à un autre, arrivent toujours à s'entendre. Que ce soit en pleine journée ou que ce soit dans la nuit, il y a toujours des accords qui finissent par ramener tout le monde autour de la même table. On a vu aujourd'hui au sein de l'opposition politique des gens qui hier étaient à couteau tiré. On a vu aujourd'hui des gens qui ont refusé à d'autres le droit de se déclarer vainqueur à des élections en Côte d'Ivoire. Ces gens-là sont aujourd'hui ensemble, mais les populations s'entretuent. Est-ce que ce n'est pas important, selon vous, d'appeler au calme et à la paix, parce que, quoi qu'on dise, les politiques finissent toujours par se retrouver? Oui, mais quand ça les arrange, ils se retrouvent. Oui. Mais dans les circonstances actuelles, ça peut être un jeu. On peut publiquement dire quelque chose, et puis après, quand on rentre dans la chapelle, faire son contraire. On donne d'autres instructions. Donc, on ne peut pas condamner ceux qui se battent pour ça.
Et il y a toujours... Le jeu politique en Afrique est toujours flou. Et personne n'est sûr de quoi que ce soit. Et donc, moi, je vous ai toujours dit autour de cette table que la politique, c'est l'absence de la vérité. Et ça se voit un peu partout. Alors, le ministre des Affaires étrangères était allé hier encore en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Rencontrer le président Bédié. Mais toutes ces médiations, c'est pour le ramener à l'ordre. Hein? C'est pour qu'ils n'ont pas pitié de leur peuple. Hein? On a parlé de l'ivoirité, on t'a écarté et des gens ont tout fait. Tu es venu, tu as fait 10 ans, 2 mandats et la Constitution a dit 2 mandats et tu modifies. En modifiant, on n'a pas dit il faut un 3e mandat. On n'a pas dit ça. Et on dit que c'est une nouvelle république. C'est une nouvelle indépendance. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a un jeu flou. Et puis bon, quand il va être élu maintenant, et il y aura un putsch militaire contre lui, la CEDEAO va se lever pour dire qu'il a été élu démocratiquement. On appelle surtout par l'insurrection sur ce plateau. Aziz Amissa, j'aimerais vous demander votre avis par rapport déjà à la réaction du doyen Lokossou. Est-ce que, selon vous, la paix est revenue au FPI? Il y a FPI Pascal Affi-N'Guessan, visiblement avec les papiers, les récépissés du parti. Il y a l'autre FPI, Laurent Gbagbo. Visiblement, vous êtes tous actuellement au sein donc de l'opposition, et vous parlez d'une même voix. Est-ce que la paix est revenue dans la maison FPI? Oui, à mon avis, c'est juste des points de vue qui diffèrent d'un groupe à un groupe. Voilà, mais sinon, en temps réel, quand on analyse profondément les choses, on ne voit pas l'élément crucial qui a entraîné cette discorde. Mais déjà, tous les éléments, les ingrédients sont là pour que les choses se mettent, les deux camps se mettent ensemble. Tu vois, parce que déjà, ils ont participé déjà au meeting, il y a eu des séries de réunions ensemble et tout ça. À l'époque, cela n'existait pas. Ils ne pouvaient pas se retrouver à la même table avec le doyen pour parler, c'est impossible. Mais bon, donc on est en droit de croire que d'ici peu, les choses vont se mettre en place. Là, les choses vont se mettre en place. Alors, on parle de mort par balle. Est-ce qu'il y a des armes qui circulent encore en Côte d'Ivoire et qui seraient aux mains de personnes qui ne sont pas habilitées à les garder? Ah oui, il y a effectivement, les armes circulent parce que là, ce qui s'est passé à Bongwanou, d'abord, c'est ma région natale. Je suis de cette région. Mon village est juste à 19 km du lieu. Et donc, j'ai vécu ça en direct avec des parents là-bas. Effectivement, ceux ils sont venus d'Abidjan, convoyés par des minibus, communément chez nous on appelle ça des YAS, c'est des minibus de 18 places, qu'ils ont emprunté, ils sont venus à Bongwanou pour s'aimer la pagaille. Mais entre-temps, la communauté musulmane basée à Bongwanou, ils avaient déjà des attaches avec eux. Et donc quand ils sont arrivés, ils se sont fondus dans cette population-là et ils ont commencé à créer le désordre. Donc c'est comme ça, mais ils étaient en armes. Ils ont tiré vers le collège, ils ont tiré vers la résidence de l'ancienne maire de Bongwanou, Tewa Ma, qui est une responsable du PDCI. Elle a aménagé un espace de convivialité, ça a été brûlé, il y a eu des boutiques brûlées. Tout à fait, des pillages ont été orchestrés, voilà. Et il y a eu de la résistance et donc des oppositions aussi. Et donc l'opposition, et donc à un moment donné, nous aussi on a commencé à donner des informations, et donc les parents, les jeunes de certains villages aux alentours ont commencé à se déverser sur Bongwanou. Un appel à la paix de votre part par rapport à cette situation-là? Oui, en tout cas, c'est mon souhait que la paix règne dans la région, parce que personne ne gagnerait à vivre cette situation. D'abord, on a vécu une crise en 2000. Tout le monde sait ce que c'est qu'une guerre. Souvent, les gens, quand ils n'ont pas vécu, ils disent des choses. Mais la réalité d'une guerre, ce n'est pas aussi ce qu'on est en train de parler là. C'est difficile à vivre. Difficile. Et donc, nous, on a déjà commencé à appeler depuis hier. J'étais en contact avec des gens. Il y a eu de la médiation. Le général de la gendarmerie est parti sur place. Donc, pour l'instant, depuis ce matin, c'est calme. C'est calme. Mais bon, la seule chose que les gens, leur vision est très claire, pas d'élection. Et ça, ils l'ont dit ouvertement au général. À Bongwanou, pas d'élection. Ils peuvent aller voter ailleurs. Mais chez nous, à Bongwanou, pas d'élection. Et donc, c'est sur ce point-là que les gens sont séparés. Voilà, alors, Lieutenant Lokossou,
par rapport à la situation, le temps où le peuple accepte de mourir pour les dirigeants, est-ce que ce temps n'est pas révolu en Afrique? Le temps où le peuple accepte de mourir pour les dirigeants politiques, est-ce que ce temps n'est pas révolu? Bon, c'est difficile à dire. Tant qu'il y a la politique, il y a les excès. D'abord, le président Ouattara, c'est lui qui a accepté la division du FPI. Il savait que Gbagbo était président et il a délivré un truc, un récépissé ou bien comment vous l'appelez, à Finguessan. Donc, moi, je peux rebondir sur, allez-y. rebondir sur ça. En fait, sur ce fait... Il a créé son opposition. Non, sur cet état de fait, en fait, Gbagbo n'était pas le président du parti. Afi était le président du parti parce que les tests au FPI sont clairs. Le président du parti, quand il a été élu, il a cédé le poste. Il cesse d'être le président du parti. Donc il cède le poste à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il y a eu le consensus autour d'Afi. Et donc Afi a dirigé le parti jusqu'à ce que Gbagbo, la crise arrive et que Gbagbo se retrouve à La Haye. Et donc, il y a eu des mésententes, les gens demandaient des AG, et ils ont voulu que Gbagbo soit le président. Et donc, puisqu'il avait quitté le pouvoir. Voilà, il a quitté le pouvoir et il n'était pas là, il était en prison. Et donc, il y a une France qui a souhaité qu'il y ait un congrès et que Gbagbo soit élu président du parti. Afi-N'Guessan a souhaité que ce n'était pas la bonne formule. Conserver donc la présidence du parti et travailler activement sur le terrain. Et organiser, et donc ça envoie des discours. Et bon, mais ma foi, moi j'estime que les gens n'ont pas peut-être compris un peu la démarche d'Afi. Mais bon, c'est vrai, en politique, les gens, on ne peut pas avoir la même façon de voir la chose, c'est clair. Mais aujourd'hui, la réalité est là, c'est que ce qu'on pensait d'Afi, pour moi aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Parce que moi, personnellement, je pensais que Afi allait accompagner Ouattara. À cette élection-là. Oui, pour tout le monde, Afi a été... C'était le cheval de Troie. Voilà, le cheval de Troie. Afi a été acheté par Ouattara. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, on s'est trompé. On s'est trompé. Donc, quelque part, Pascal Afi-N'Guessan est rétabli par rapport à l'histoire. Bon, oui, avec l'histoire, oui, un peu quand même, mais le consensus, forcément, au sein du FPI, dans la mesure où le consensus va se mettre en place, en ce moment, je pense que la confiance va régner entre les deux camps et on pourra vraiment aller à l'AG et puis élire un nouveau président qui va réorganiser le parti. Mais pour l'instant, on est dans, comme on le dit, on ne peut pas s'arrêter dans Mania pour lever Mania. On est déjà sur un front, on ne peut pas créer un autre front. Le front aujourd'hui, le front commun, c'est Ouattara qu'il faut dégager. C'est tout. C'est des propos extrêmement forts. Il est président en exercice, il est candidat à un autre mandat. Oui, dans quelques jours, son mandat finit. Il devient anticonstitutionnel. Alors, l'opposition continue donc de demander une réforme de la commission électorale et du Conseil constitutionnel, qu'elle accuse d'être inféodée au pouvoir et d'avoir validé donc la candidature du président Ouattara. Selon vous, du Lokossou, est-ce qu'il faut aller au report de cette élection-là? Bon, mais ça, c'est la volonté populaire, incarnée par deux partis d'opposition. Et si tel que le prévoyait le président Ouattara, si il n'y a pas de remous, bon, on peut dire que la population a accepté, a validé ce qu'il pense à lui. Et je ne sais comment les responsables de la CEI là ont fait la lecture de ce troisième mandat. Comment ils ont apprécié la Constitution qui n'autorise pas à inventer une nouvelle république. Parce que ça, vous avez vu, la Guinée, la Côte d'Ivoire, ça va, si ça se passe comme ça, mais ça va faire effet boule de neige. Voilà, boule de neige, ça va entraîner d'autres. On a dit, on a fait ça à tel endroit, est-ce que ça n'a pas de sens, le troisième mandat. Donc, moi, je crois que les responsables de la CEDEAO ont du pain sur la planche. Ils doivent se retrouver et définir clairement les bases de leur organisation, redéfinir certaines choses et
et lorsque quelqu'un viole, parce que là, on viole la conscience, et la Constitution, et on viole aussi la conscience du peuple. Donc, personne ne peut accepter, même si c'est un analphabète, on lui explique ça, il doit savoir qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Ça, c'est un machin frauduleux qu'on doit fortement dénoncer. Et il en est de même que le Guinéen, qui a 82 ans, qui s'acharne, et on est en train de jouer l'hymne national. Lui, il a commencé par danser. Il a fallu un de vos confrères pour dire non, monsieur le président, c'est l'hymne national. Vous ne devez pas. Bon, donc, avec l'âge, le réflexe vieillit. Donc, les gens font du forcing pour se faire élire, pour se faire accepter. Qu'est-ce qu'il y a là? Et il n'a pas fait en 10 ans. Mais pendant que les gens sont en pleine campagne, on continue par inaugurer des choses. Et tout ça, c'est pour appâter les électeurs. Tout à fait. Donc, il y a des actes vraiment immoraux qui se posent, à mon avis. Alors, qui dit report dit consensus et donc vide juridique et parfois constitution entre parenthèses. Si vous prenez le report, que proposez-vous concrètement à la place? Alors, je rebondis juste avant d'en arriver là. Alors, cette CEI-là, qui est dirigée par le sieur Kubert, fut à l'époque directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle, à l'époque ministre de la Justice, pour le compte de la rébellion. Donc, ça ne surprend personne, c'est une organisation qui a été mise en place pour, je vais dire à la limite, un braquage de l'élection. Parce que le président de la Cour constitutionnelle fut ministre de la Justice dans le gouvernement de Gbagbo à l'époque, pour le compte de la rébellion. Et celui de la CEI était son directeur de cabinet. Donc, ils se sont partagés les deux postes pour ouvrir la porte directe à Ouattara. Voilà, donc on ne peut pas aller aux élections avec deux structures dirigées par des gars de Ouattara. On aurait pu prendre des personnes de la société civile, des personnes neutres. Mais pourquoi forcément nommer un ancien ministre qui a été reconnu ou nommé pour le compte de la rébellion des forces nouvelles à l'époque? Tout à fait. Ça ne peut pas aller. Alors, maintenant, votre question tout à l'heure, vous étiez en train de dire que... Par rapport au report. Au report. Oui, le report, on le souhaite vivement. Parce que ça va nous éviter une situation désastreuse après les élections. Parce que Ouattara peut faire le forcing. Il peut faire le forcing. D'abord, il est dans cette posture. Il va faire le forcing, il va gagner les élections. Même pas gagner, il va se donner des résultats à son aise. Aujourd'hui, il ne parle même pas d'élection. Il parle du taux de participation. Il demande à ses dirigeants, à ses militants, à ses cadres-là, d'aller vers la population, les inciter à venir voter. Donc, il a une inquiétude, le taux de participation, qui, ma foi, pourra le décrédibiliser. Voilà, décrédibiliser. Comprends? Donc, du coup, il fait la campagne aujourd'hui pour le taux de participation. Sinon, il ne présente pas de projet de société. Il ne présente rien. Une Côte d'Ivoire nouvelle, ça veut dire quoi? Ça ne dit rien. Et on a souhaité le report pour remettre tout à plat. Faire revenir tout le monde. Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Soro Diop, on s'assoit autour d'une table. On va aller aux élections. On se donne de nouvelles règles. Dans tous les cas, lui-même, Ouattara, c'est un spécialiste en viol de loi. Il a pris un décret pour modifier des tests au niveau de la CEI. Ce n'est pas juste. Ça doit forcément passer par l'Assemblée nationale. Il l'a fait directement. Donc, il peut prendre un décret pour reporter les élections. On a le temps, même en 90 jours, en 120 jours, on a le temps de rediscuter des vraies bases. Et en ce moment, ça va nous éviter des histoires après les élections. Oui, parce qu'une chose est de gagner, mais une chose que le peuple ne va pas te reconnaître. On ne les reconnaîtra pas comme un président. Oui, mais report de 90 à 120 jours, on fait quoi du président Ouattara durant cette période-là? Une transition.
Donc il quitte Il le ne peut pas pouvoir. dire il quitte le pouvoir. Non, mais est-ce que... Pas forcément qu'il quitte comme en tant que président. Est-ce que la Constitution le mais il est prévoit, écarté. On oui, le mais- met de côté. Ah non, c'est des aménagements. Oui, à mais l'époque, lui, ces le Ouattara aménagements- pour être candidat, ces il a amé- fallu que Gbagbo prenne l'article 43 pour faire de lui un candidat. C'est un décret qui a fait de Ouattara un candidat en 2000. Donc, c'est pas quelque chose qui peut surprendre les gens. Pour des aménagements, les décrets sont là pour ça. On peut prendre un décret pour dire, bon, on va aménager, et puis bon, pour éviter des histoires après. Parce que les élections peuvent se passer comme ils le souhaitent en ce moment. Mais, la suite, qu'est-ce qui va se passer? Non, moi, je crois que nous voulons la paix pour ce pays. Un report consensuel vaut mieux que de chercher à l'écarter. On peut à la limite dire, bon, il continue. Il a été élu, il a la légitimité. Il continue par gérer la transition. Et je rappelle, en passant que à notre conférence nationale, on a voulu dégager Kérékou et il a dit tout sauf démission. Donc il est resté président pendant la transition et après un an, on a organisé les élections et Soglo est arrivé. Donc je crois que chacun doit chercher à faire preuve de sagesse. Et chercher le juste milieu plutôt que du haute-toi que je vais mettre. Mais qui va signer le décret pour l'enlever? C'est lui, le président. Donc, il y a des exigences claires. On peut dire, bon, il reste. On est sûr qu'en 90 jours, on pourra trouver la formule qui arrange les uns les autres. Bon, le laisser là pendant 3 mois, ce n'est pas encore... Oui, il sera déshabillé. Il sera déshabillé, il est là. Mais si vous dites, il faut quitter pour qu'un autre vienne, non, ça ne se procède pas comme ça. Il va être là, mais on va le déshabiller. Alors, le déshabiller, ça veut dire quoi? Non, je veux dire, non, on le dégage pas, il reste président. Mais voilà. Du coup, au niveau des lois, ça va passer forcément par l'Assemblée nationale. Il paie ses attributs de chef d'État. Oui, une partie quand même. Non, si vous allez utiliser l'Assemblée nationale, il a la majorité là-bas. Exactement. Donc il faut éviter tout et régler tout par décret. Sinon, donc, arriver là-bas, les gens vont vous bloquer. Dans tous les cas, s'il accepte de reporter les élections, les autres aménagements peuvent venir. Parce que le principe, c'est de le reporter. Maintenant, au cours des échanges, de la discussion, en ce moment, il y a des consensus que de part et d'autre, les gens peuvent faire. Voilà, une fois que la CEI inspire confiance, une fois que la Cour constitutionnelle inspire confiance, une fois que les bureaux régionaux... Est-ce que ces organes-là peuvent jamais inspirer confiance? Il y a toujours des gens qui estiment... Il y a toujours des manipulations. Il y a toujours des manipulations. Mais je vous assure que nous, en Côte d'Ivoire, on a eu un président de CEI qui, aujourd'hui, son cadre, normalement, doit faire cadre d'école. À l'époque, Odoroké a été bastonné par Guy Robert, militaire. Ils l'ont pris matin, l'ont bastonné jusqu'au soir. Il est resté dans sa position. Monsieur, vous n'avez pas gagné, je ne peux pas vous proclamer gagnant. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Alors, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que quand vous parlez de cette façon, il y a eu, après, une autre élection. Et Gbagbo a dit que c'est lui qui a gagné. Enfin, le président de cette cour-là l'a déclaré gagnant. Et il y a un autre, avec le machin des Nations Unies, l'appui des Nations Unies, tout ça. Ben, comment se fait-il que finalement c'est Gbagbo, et c'est Ouattara plutôt, qui arrive? On a déclaré. On a fait 2 machins. Et puis après. Ça, c'est la communauté internationale qui a déclaré Ouattara gagnant. Mais sinon. La Côte d'Ivoire ne l'a pas chassé. Hein. Non. Voyez-vous, les élections, comment ça s'est passé? La CEI était foreclose jusqu'à minuit, selon les lois. Et donc, la CEI se charge de transférer les dossiers à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui doit proclamer. Alors, le lendemain de la date butoir de la CEI, la Cour constitutionnelle a saisi le dossier. Et donc, ils étaient en train de traiter les dossiers. De délibérer. Délibérer. À 9h et quelques, ça passe en boucle sur France 24, même pas la télévision nationale. En boucle sur France 24, en ruban rouge,
Ouattara déclaré vainqueur dans le QG du candidat, dans une chambre d'hôtel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une élection dans un État normal, c'est la télévision nationale qui proclame les résultats. Une télévision qui était accusée alors d'avoir été phagocytée par le régime du président Laurent Gbagbo. C'est un serpent de mer, on ne va pas ouvrir ça, on ne va jamais finir. Non. Une mission de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et donc, vous l'aviez dit tout à l'heure à Abidjan depuis hier, deuxième en une semaine. Est-ce que c'est important, selon vous, que la CEDEAO intervienne dès à présent pour trouver un consensus, ramener les différents... Moi, je crois que tout ça, c'est des acrobaties. On aurait dû, dès le départ, opposer un nom catégorique à Ouattara. Que fait-on de la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Non. Les Quand Ivoiriens. vous appartenez à une organisation, comme je l'ai dit souvent ici, vous perdez une partie de votre souveraineté. La souveraineté ne vous autorise pas à violer votre propre constitution, à tricher avec le peuple. Alors, donc, moi, je pense que cette organisation-là agit tardivement, avec retard, et puis ça n'apporte rien de concret. Ils n'ont aucune prise sur les gens, donc les gens font à leur tête, et c'est en cela que maladroitement on évoque les questions de souveraineté. Pour moi, à partir du moment où vous avez adhéré à une convention, et puis les lois supra sont plus fortes que les lois internes. Alors, lorsqu'on ne respecte pas ces genres de tests, on doit violer soi-même les tests internes. Ce que vous prenez, vous pouvez dire oui le matin et le lendemain dire non. Donc moi je crois on doit imposer une certaine discipline au sein de cette organisation. Pourquoi certains respectent et d'autres violent? On doit se poser cette question. Vous ne verrez jamais une situation pareille au Ghana, encore moins au Nigeria. Donc c'est tout tourne au sein de la plupart des pays francophones qui ont pris goût au pouvoir, on veut bouffer. Alors, votre avis sur la médiation? Moi, mon avis, c'est très clair. La dernière fois, je le disais sur une chaîne là. Alors, là, on n'attend rien de la CEDEAO. Parce que, donc, d'abord, aucune médiation ne servira à rien par rapport... En fait, ils peuvent faire du tourisme à Abidjan. Ils peuvent venir, ça c'est pas clair. Pour moi, c'est du tourisme. Politique. C'est du tourisme politique. Parce que, comme le doyen l'a dit, il faut être clair et précis dans les choses. Les tests, la Cour des droits de l'homme à l'autre côté La CADHP a demandé clairement de réintégrer tout le monde dans le jeu politique. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est signataire. Il faut respecter. Ils ont retiré. Non. Même quand tu fais la demande, c'est un certain temps quand même. C'est pas subito. Ça ne se fait pas sur place. C'est un temps. Alors, on demande de réintégrer tout le monde dans le jeu politique. Ça, ils n'appliquent pas. La CEDEAO vient, elle est venue la dernière fois. Quel rapport ils ont produit? Non, on veut une élection transparente, une élection crédible, une élection ceci, une élection cela. Mais c'est pas ce qu'on attend d'eux. Il faut dire à Ouattara ouvertement, monsieur, vous êtes dans la forfaiture. Clair. Est-ce le rôle de la CEDEAO de le faire, la question? Ah non, c'est son rôle. Mais alors si ils n'ont aucun rôle, donc c'est pas la peine. Pourquoi alors ils se baladent? Il ne faut pas faire du tourisme. Médiation. On ne dit pas devant les caméras tout ce qui se dit. On tête à tête avec même hier, ils étaient à Abidjan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Le rapport a produit quoi? Ils n'ont rien dit. Ils sont retournés, ils sont partis. Bon, on attend de voir. Mais ce n'est pas une organisation assez sérieuse. Encore moins l'Union africaine. Donc, moi, je crois que les gens s'amusent avec le destin des peuples. Nous espérons que personne ne s'amusera avec le destin des Ivoiriens qui ont quand même déjà connu assez d'écueils et qui aspirent donc à la paix, à la concorde et au vivre ensemble entre tous les peuples et toutes les ethnies. On sait qu'il y en a beaucoup dans nos pays. Vous êtes Aziz Missa, vous êtes secrétaire général de la représentation FPI du Bénin. Face à vous aujourd'hui, il y avait Dieudonné Lokossou, panafricaniste, militant des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Messieurs, merci de nous avoir
on va dire, rassuré de vos propos, tout au moins. C'est aussi une invite à la paix et à la concorde, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'ailleurs sur le continent. Nous allons vous retrouver pour un autre numéro de votre émission très bientôt. À très bientôt. Donc, merci.